J'ai pas le droit de parler, j'ai le droit de parler 2 minutes parce qu'on a tellement prévu de choses qu'il faut aller très vite. Cette association, vous pourrez la connaître mieux en lisant le papier qu'on vous a distribué. Vous pourrez la connaître mieux aussi en regardant le site internet qui est assez précis. Sur le site internet, vous verrez qu'on fait diverses choses. En particulier, l'année dernière a été marquée par, je vois par exemple la naissance, je vais juste citer une activité, la bouquinerie solidaire que nous allons continuer, c'est-à-dire que nous recevons des dons. Nous recevons des livres en don, les livres dont les gens veulent se débarrasser. Nous participons à des marchés aux livres d'occasion, par exemple à l'occasion de fêtes à l'Institut, et l'intégralité du produit, il y a un petit peu de frais, l'intégralité du produit de ces ventes va en particulier à l'OLES, dont je voudrais faire la promotion aujourd'hui, c'est-à-dire la nouvelle association que vous connaissez sans doute, dont notre association fait partie des fondateurs, avec d'autres associations. Vous connaissez sans doute l'organisme local d'entraide et de solidarité qui est né le 11 mars dernier, avec 16 associations fondatrices que nous soutenons très activement et dont nous même suggérons quasiment d'adhérer avec les papiers que nous avons distribués. Donc voilà, vous entendrez encore parler de nous avec la bouquinerie solidaire, puisque le 12 décembre, à l'occasion de la fête de Noël de l'Institut, nous aurons un stand pour cette notre prochaine activité. Nous vous y invitons. Je vais me présenter, je m'appelle François Roussel et je suis le président de cette association. Et vous avez aussi l'excellente équipe qui est répartie un peu. Est-ce que les membres du bureau peuvent lever la main, par exemple? Je suis prof en fait. Lever la main, voilà. Mais on est partout. Voilà, tout ça sur le devant. Et puis on a la chance, je vois, en fait, d'avoir dans l'assistance, je voudrais juste les citer. Je vois Yannick Magne, qui est conseiller consulaire et qui fait partie du bureau de l'association. Et je vois Thierry Consigny, qui est aussi conseiller consulaire, que je remercie d'être venu, et qui, lui, n'est pas dans l'association, mais qui est notre ami aussi. Alors, nous avons le programme, c'est d'abord présentation des droits, des droits des salariés dans l'entreprise. Deuxième partie, c'est le rôle d'un syndicat, avec des représentants que je remercie du syndicat Tozen, Gaëtan Moreau et Louis Carlet, qui sont venus nous parler de l'action de leur syndicat, avec ensuite François Lette et Christophe Lavignas, qui est sur le chemin, qui vont nous montrer un exemple d'action, un exemple de ce que peut faire un syndicat. Deuxième syndicat qui est représenté, Gilles Mastat, qui représente ici le syndicat SNES FSU, qui est plus actif, par exemple, au lycée français de Tokyo, mais qui peut être actif aussi dans d'autres secteurs. Enfin, troisième partie, quel rôle peut avoir un avocat? Nous avons le plaisir d'accueillir, et je la remercie, une avocate japonaise qui s'appelle Maître Kato, et que je remercie. On traduira les questions qu'on lui posera, puisqu'elle parle japonais et anglais, mais on va bien se débrouiller. Elle parlera un petit peu du rôle d'un avocat. Puis nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Baudin. Merci d'être venu, Emmanuel, qui est à titre de témoin, à titre de témoin pour avoir récemment, grâce à l'aide d'avocats, gagné un procès qui a un rapport avec le travail, puisque c'est par rapport à un licenciement abusif de la NHK. Ensuite, nous réservons 30 minutes pour les questions et réponses. Si vous avez des questions précises, nous vous conseillons, si ce n'est pas encore fait, de demander un papier qui est à disposition là et l'écrire. Les questions seront triées, c'est-à-dire que les questions d'intérêt général qu'il vaut la peine d'être posées devant tout le monde seront abordées en priorité. Et s'il reste des questions sur des cas précis, on va peut-être essayer de les garder soit pour la fin, soit ensuite vous prenez contact avec les personnes qui peuvent vous aider, qui continueront à communiquer avec vous. Merci. Je passe tout de suite la parole à Gaëtan pour la présentation des droits. Merci. Ok. Merci François. Bonsoir, je me présente, donc je m'appelle Gaëtan Moreau, je suis secrétaire général du syndicat Tozen. C'est un syndicat japonais qui représente pas seulement, mais en grande partie des étrangers, quoi. On est surtout composé de membres étrangers, pas uniquement, mais beaucoup. Donc ma présentation aujourd'hui, c'est d'abord pour, comment dirais-je, présenter de façon sommaire et générale le cadre légal japonais. Comme ça, on comprend un peu de quoi on parle, pour comprendre les problèmes des salariés, les recours, etc. Donc il est toujours difficile de connaître le droit, déjà dans son pays et dans sa langue. Alors attendez, je vais faire une idée avec ça peut-être. Voilà. Alors, déjà dans son pays, dans sa langue, mais alors à l'étranger, et en plus en japonais, c'est souvent très très compliqué. Donc je vais essayer de brosser un
comment dirais-je, un tableau général du droit du travail au Japon. Alors, les droits, devoirs et recours vont dépendre de ce qu'on appelle en fait le régime juridique. C'est-à-dire que de quelle sorte de loi ressort votre problème. Donc votre problème peut dépendre du droit civil, tout bêtement. Alors le droit civil, c'est quoi? Le droit civil, c'est un problème entre particuliers. C'est comme quand vous abîmez la clôture de votre voisin. Dans ce cas-là, c'est au plaignant de faire les démarches, c'est au plaignant d'aller se plaindre au tribunal et c'est au plaignant de prouver le dommage. D'autre part, il y a aussi d'autres lois qui ressortent du droit pénal. C'est en gros, dans ce cas-là, un problème entre la société et un particulier. Dans ce cas-là, la police peut intervenir. Et effectivement, ce genre de lois sont beaucoup plus facilement, comment dirais-je, suivies que les lois de pur droit civil où c'est au plaignant d'aller faire la démonstration du dommage. Donc, pour ce qui concerne le droit des salariés au Japon, alors qui est le titre de cette conférence, ceci dépend en fait de 3 régimes juridiques différents. Alors le droit des contrats, le droit du salarié proprement dit, alors attendez, je vais le mettre là, et le droit des syndiqués. Alors, si vous êtes donc un salarié et que vous n'êtes pas syndiqué, vous ne pouvez pas vous prévaloir du droit syndical. Si vous êtes un travailleur et que vous n'êtes pas salarié, vous ne pouvez pas vous prévaloir du droit des salariés. Donc c'est à vous de savoir dans quelle catégorie vous tombez et dans quelle catégorie tombe votre problème. C'est-à-dire que votre problème peut être un problème vis-à-vis du droit syndical. Dans ce cas-là, c'est le droit syndical qui s'applique. Mais ça peut être, vous pouvez être syndiqué, mais votre problème est un problème du droit civil pur. Et dans ce cas-là, c'est le droit civil qui s'applique. Donc, qu'est-ce qui ressort de quoi? Alors, voyons le droit des contrats. Alors, il y a plein de sortes de contrats dans la vie, la location d'un logement, de crédit, etc. Chaque contrat, c'est des caractéristiques propres, et donc il est nécessaire de savoir de quel contrat on parle. Donc, au Japon, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les Gyomo-Itaku, pardon. Ce sont des contrats de service. Et c'est un peu le Canada Dry du contrat de travail, c'est-à-dire ça ressemble, mais en fait, ça n'en est pas. Et donc, dans ce cas-là, si vous êtes employé avec un Gyomi Itaku, ce que vous faites, c'est que vous êtes un sous-traitant et vous avez une relation commerciale entre un donneur d'ordre et vous, le sous-traitant, comme quand vous engagez un plombier, par exemple. Donc, les recours, dans ce cas-là, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes dans un contrat de travail. Alors le contrat de travail, c'est un contrat où il y a une relation entre un employeur et un employé. Donc ce n'est pas la même sorte de contrat. Donc la première chose à savoir, c'est de quel contrat on parle. Quel est votre contrat? Alors pour les contrats du travail, le droit des contrats régit en fait la conclusion du contrat, c'est-à-dire l'embauche, et la résiliation du contrat. Alors la résiliation du contrat, il y a plusieurs sortes, il y a la démission, la non-reconduction et le licenciement. Donc pour conclure un contrat, la liberté de travail est un droit constitutionnel au Japon, donc on ne peut pas vous obliger à travailler quelque part. Donc lorsqu'on vous propose un contrat, surtout s'il s'agit d'un renouvellement, c'est toujours une proposition de contrat, il faut l'accepter. Il n'y a aucune obligation à signer, et tant que vous n'avez pas signé, vous n'avez pas accepté. Donc un conseil, j'avais vu une question passer, si vous avez un problème, un doute, ou quoi que ce soit, surtout, ne signez rien. Parce que au moment où vous signez, vous êtes d'accord. Donc c'est plié. Dans un contrat de travail, toute clause illégale est nulle. Donc en fait, vous pouvez avoir plein de choses dans un contrat, certaines choses sont illégales, et c'est pas parce qu'elles sont dans votre contrat que vous êtes forcé à les suivre. La clause est nulle. Pas l'entièreté du contrat, là simplement la clause illégale en question. Il existe aussi 2 sortes de contrats de travail, le contrat écrit et le contrat oral. Alors en fait, beaucoup de gens disent « je travaille sans contrat ». Non, dans ce cas-là, vous travaillez avec un contrat oral. Et dans ce cas-là, vous travaillez en fait avec les normes du travail salarié. Alors, les normes du travail salarié, j'en parlerai dans la deuxième partie, le droit des salariés.
Alors, on conclut un contrat soit en étant d'accord, donc en signant, ou soit en travaillant, on reçoit un salaire, au premier salaire, même s'il n'y a pas de papier signé, ça veut dire qu'il y a un contrat oral. Alors, pour résilier un contrat de travail, alors il y a 4 sortes de résiliation. Alors, le non-renouvellement en cas de contrat à durée déterminée, donc le contrat arrive à la fin du contrat, on arrête, ça y est, il n'y a plus d'obligation d'une part ou d'une autre. Alors, la démission. Alors, pour la démission, le Code civil prévoit un délai de 15 jours, un préavis de 15 jours. Même la loi du travail salarié prévoit 0 jours si les conditions effectives d'emploi ne sont pas celles qui sont prévues dans le contrat. Donc en fait, vous pouvez avoir, il y a souvent des contrats avec dedans écrit, oui, il faut donner 1 mois de préavis, 3 mois de préavis, 6 mois de préavis. Non, la loi c'est 15 jours. En pratique, vous pouvez même vous barrer, si je puis dire, dans la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contrat, c'est un problème de droit civil. C'est-à-dire que si vous partez en moins de 15 jours, que votre employeur trouve que ça lui cause un dommage, c'est à votre employeur de vous poursuivre en justice, de prouver son dommage et d'obtenir son dédommagement. Il est absolument interdit de faire de retenue sur dernier salaire. Ça, c'est illégal et c'est un délit. Donc ça, c'est police directe. Donc en gros, si vous vendez des Airbus et que vous partez à la dernière minute, peut-être vous aurez des problèmes, mais si vous vendez des yakitori, à mon avis, votre employeur il ne va pas vous poursuivre au tribunal pour le possible dommage causé. Donc le licenciement. Alors, le licenciement, tout licenciement doit avoir un préavis de 30 jours. Donc si vous n'avez pas de préavis de 30 jours, ils sont obligés de vous donner 30 jours de paie. 1 mois de paye. En règle générale, au Japon, sauf faute professionnelle super grave, le licenciement est quand même très difficile. Donc les employeurs tendent à essayer de faire autre chose que vous licencier. La loi dit en fait qu'un licenciement doit être raisonnable et pour des raisons acceptables socialement. Alors évidemment, la définition de raison acceptable socialement, ça va être laissé à l'appréciation du juge. Mais il faut donc comprendre que si licenciement il y a, les entreprises le font généralement avec un bon dossier contre l'employé. C'est-à-dire qu'il y a normalement une suite d'avertissements oraux, puis une suite d'avertissements écrits, et ensuite le licenciement peut avoir lieu. Si on vous licencie du jour au lendemain et vous n'avez rien dans le dossier, là, il y a un problème. Pour le licenciement économique, alors, le licenciement économique ou de réorganisation, c'est-à-dire s'il y a un problème dans la société, etc. Il est possible qu'avec 4 critères. Donc 1, s'il est indispensable. Donc en gros, la société est au bord de la faillite, quoi. C'est limite cessation de paiement. Dans ce cas-là, c'est possible. Deuxième critère, tout a été fait pour l'éviter. C'est-à-dire qu'en gros, les salaires ont été baissés, les heures diminuées. Il faut que l'employeur puisse prouver qu'il a essayé de faire son maximum pour préserver l'emploi. Troisième point, le choix du personnel viré est rationnel. C'est-à-dire qu'en fait, la société doit pouvoir expliquer pourquoi ils vous ont choisi vous et pas votre voisin. Donc, ils doivent avoir des explications rationnelles. Et enfin, la direction a fait tout ce qu'elle pouvait pour obtenir l'accord préalable des salariés sur l'opportunité, la méthode, le timing, etc. Donc il faut que l'employeur puisse prouver qu'il est allé vers les employés et leur a demandé, voilà, on va devoir virer du monde, comment on fait, etc. Donc ça, c'est les trois raisons officielles. Alors en quatrième, il y a la rupture mutuelle qui est possible. En fait, la rupture mutuelle, en fait, c'est une démission avec un accord préalable où le démissionnaire accepte une somme d'argent en échange de sa démission. Ça, c'est commun au Japon, mais techniquement, c'est une démission. Donc, si vous n'êtes pas d'accord sur la somme, évidemment, c'est pas la peine de démissionner, quoi. On est toujours libre de démissionner. Donc ça, c'est ce qui relève pour le droit des contrats, à savoir la conclusion et la rupture d'un contrat de travail. Alors, une fois qu'on est au contrat des salariés, j'en suis là, voilà. Alors, le droit des salariés. Alors, le problème du droit des salariés, c'est, moi je l'ai appelé comme ça, en fait, si vous trouvez un peu dans tout ce qui est en texte en anglais ou en japonais, ils appellent ça les normes de travail. Alors le problème, c'est qu'il s'agit de travail salarié, uniquement.
Donc, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le travailleur en question, la loi définit comme recevant un salaire, chinging. En fait, c'est l'indépendance du travailleur qui va faire juger s'il est vraiment salarié ou pas. Donc, si vous recevez des ordres, si vous êtes libre d'accepter ou de refuser une tâche, ça, c'est ce qui prouve que vous êtes salarié ou pas salarié. Donc, souvent, les entreprises qui emploient des faux contrats de sous-traitants, si vous êtes sous-traitant, normalement, vous êtes libre de décider si vous acceptez une tâche. Si vous êtes plombier, vous pouvez décider non, je ne veux pas mettre ce robinet-là, je ne prends pas le boulot. Quoi. Ça, c'est un vrai sous-traitant. Mais si vous n'avez pas le choix, vous n'êtes pas un vrai sous-traitant, il y a un lien hiérarchique, et c'est souvent ce genre de lien qui fait la preuve que vous êtes employé ou pas. Enfin, c'est pas que ça, mais ça sert. Quoi. Donc ces questions sont importantes si vous voulez requalifier un contrat de service en contrat de travail. Alors, le droit des salariés, il est vaguement l'équivalent du code du travail en France, donc, mais c'est que pour les salariés en fait. Donc attention. Alors il couvre énormément de sujets, en fait il couvre la plupart des sujets qui vous inquiètent, hein, c'est-à-dire les salaires, les horaires de travail, les périodes de repos, les vacances, etc. Donc je ne vais pas détailler ça ici, mais c'est la plupart du contenu effectif de la relation entre l'employé et l'employeur. Les conditions prescrites dans le droit des salariés sont des minimums. C'est-à-dire que si dans votre contrat vous avez mieux, bah, tant mieux pour vous. Mais vous ne pouvez pas avoir moins. Donc si votre contrat dit moins, bah non. C'est le minimum qui s'applique pour vous. Alors aussi dans les entreprises de plus de 10 employés. Alors les entreprises de plus de 10 employés ont l'obligation légale d'avoir un règlement intérieur, Shugyo Kisoku, qui doit être enregistré au bureau du travail. Alors ce règlement intérieur est important, il peut couvrir toutes sortes de sujets et il s'applique à tous les employés salariés. Donc contrairement au contrat qui ne s'adresse lui qu'à une personne. Alors l'important c'est que le règlement intérieur a priorité sur le contrat. C'est-à-dire que les conditions du règlement intérieur priment sur les conditions du contrat. Donc si votre règlement intérieur, vous ne le connaissez pas, il doit être disponible et consultable, il faut le consulter parce que ce qu'il y a dedans, c'est important. Il faut noter l'existence d'un délégué du personnel. Alors ce délégué du personnel qui est élu est très important. Pourquoi? Parce que le délégué du personnel peut signer les changements du règlement intérieur, qui vont donc s'appliquer à l'ensemble des employés. Donc vous comprenez bien que si votre délégué du personnel signe en douce un changement du règlement intérieur et vous n'êtes pas au courant, et ça va s'appliquer à vous, parce que le règlement intérieur a priorité sur le contrat. Donc ça, il faut faire attention, hein, que le délégué du personnel ne soit pas copain-copain avec le directeur général, parce que ça peut retomber dessus. Alors, enfin, je vais finir avec le droit syndical. Voilà. Alors, au Japon, la loi a attaché un certain nombre de droits aux seuls employés syndiqués. Alors, de ce fait, les syndiqués ont des protections légales supplémentaires. Alors, il est très important de comprendre ça comparé à ce que nous, on connaît en France. Par exemple, en France, tout travailleur a le droit de faire la grève s'il en a envie et si les conditions sont réunies. Au Japon, non. La grève, par exemple, c'est simplement pour ceux qui sont syndiqués. Vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas le droit de faire grève. Voilà. Donc, toute forme de protestation collective est le monopole des syndicats. Alors, le droit syndical est très protecteur des syndiqués parce qu'en pratique, il autorise des entorses à la loi générale. Alors, la loi générale, en effet, considère comme un délit, attention, un délit, hein, c'est-à-dire que la police peut vous arrêter, le délit d'obstruction aux affaires. Donc, c'est-à-dire que si votre employeur ou n'importe qui trouve que vous faites une obstruction, vous l'empêchez de faire des affaires, il peut vous faire arrêter. Donc vous comprenez qu'une grève, techniquement, on empêche de faire des affaires, et donc techniquement c'est illégal, sauf si elle est faite selon les critères très stricts du droit syndical. Donc si jamais vous faites une action quelconque, faites attention parce que c'est un délit, et là les boîtes appellent la police et la police au poste.
c'est commun. Hein. Donc c'est parce que la loi japonaise est particulièrement stricte sur ce point qu'elle a donc prévu des protections spécifiques pour protéger les travailleurs syndiqués. Mais en fait, de fait, ça empêche les travailleurs de s'organiser en dehors des syndicats. Donc il faut comprendre que ça, c'est pas une faveur faite pour les syndicats, en fait, hein, dans les faits. Ce monopole, il n'est pas là pour faire plaisir aux syndicats. La plupart des entreprises ont un syndicat maison. Donc en fait, il existe des milliers de syndicats au Japon. Chaque boîte a son syndicat maison. Et la cotisation est souvent même prélevée directement sur le salaire. Hein. Donc ça, par exemple, c'est illégal en France. Mais ici, c'est très commun. Donc ces syndicats maison sont en fait très souvent, pas tout le temps, mais très souvent contrôlés indirectement par la direction. Donc en fait, vous comprenez bien que si vous êtes dans un syndicat maison qui a le monopole de la relation, des actions collectives, et que ce syndicat fait rien du tout pour vous, en fait, vous pouvez même pas vous organiser en dehors d'un syndicat. C'est un peu pour ça que ce monopole, enfin à mon avis, c'est un peu pour ça que ce monopole existe. Donc en fait, en théorie, si les salariés tous syndiqués ont beaucoup de droits, il faut quand même voir si le syndicat en question fait quelque chose. Donc je vais rapidement rappeler, il faut bien comprendre en fait que quand on est syndiqué, ce qui ressort du droit syndical, c'est si ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes harcelé parce que vous êtes syndiqué, ça ressort du droit syndical. Si vous êtes victime de harcèlement sexuel, même si vous êtes syndiqué, ça ne ressort pas du droit syndical. Donc ça ne concerne pas le droit syndical et les recours ne sont pas les mêmes. Alors, le fonctionnement en fait, du syndicat repose principalement sur ce qu'on appelle le danko, ce sont les séances de négociation collective. Donc les syndicats sont assis avec la direction et ils essayent d'améliorer les conditions. Chaque syndicat fait une liste de revendications qui est discutée avec la direction dans une série de rencontres. Et seulement si les négociations n'aboutissent pas, les actions collectives sont permises. Donc il n'y a pas de grève sauvage, etc. Faites attention, hein. Ici c'est une grève sauvage, c'est obstruction aux affaires, c'est le commissariat. Voilà, alors je vais vite fait passer sur la hiérarchie des droits et des recours. Alors le contrat de travail c'est tout en bas, le règlement intérieur c'est au-dessus et en haut c'est les accords syndicaux. En gros, le contenu d'un accord syndical prime sur le règlement intérieur et le règlement intérieur prime sur le contenu du contrat. Donc vous comprenez que si un accord syndical qui se fait au nom de tous les employés, ça existe si 75% des employés sont syndiqués. Donc vous comprenez que si vous êtes automatiquement dans le syndicat maison, et que le syndicat maison donne un accord pour baisser les salaires de tout le monde, ben, tant pis pour votre gueule. Donc il faut faire attention aux accords syndicaux, il faut aller voir votre règlement intérieur, et enfin c'est le contrat qui est en bas de l'échelle. Donc les recours. Alors les recours, si vous avez une violation du contrat de travail, c'est le tribunal. Alors le tribunal, ça prend du temps et de l'argent, et vous avez besoin de maître Cato. Parce qu'il faut un avocat. En cas de violation du règlement intérieur ou du droit des salariés, alors vous avez un premier recours, c'est le bureau du travail. En anglais, ils appellent ça Labour Standard Office, qui en fait c'est le bureau du travail salarié, j'insiste bien. C'est en gros, c'est des policiers, c'est la police, c'est un peu l'inspection du travail en France, mais avec des pouvoirs de police. En fait, ils s'en sortent jamais, hein, c'est ça ? Presque jamais, ils n'ont jamais arrêté personne. Mais c'est important parce que enregistrer sa plainte au bureau du travail, c'est comme aller au commissariat, déposer une main courante, ça laisse une trace écrite. Et si vraiment il y a des abus, ils interviennent. Par exemple, si votre boîte vous verse pas votre salaire, là ils vont leur tomber dessus assez grave et ça peut faire bouger les choses, quoi. Ensuite, évidemment, si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours aller au tribunal. Hein. Encore une fois, ça prend du temps, de l'argent. Pour ce qui est du droit syndical, les accords syndicaux. Alors le premier recours, c'est ce qu'on appelle la commission du travail. Alors attention, bureau du travail, commission du travail, c'est pas la même chose. Commission du travail, Rodo Inkai,
Cette commission, en fait, c'est un recours rapide et moins cher, puisque c'est en fait uniquement le monopole des syndicats qui peuvent aller là-dedans. Et effectivement, si la commission du travail, il y a une commission, il y a un appel, et in fine, vous pouvez aussi encore finir au tribunal. Hein. Donc, ça, c'est pour les recours. Par contre, tout ce qui touche aux assurances sociales, c'est-à-dire l'assurance santé, la retraite et compagnie, comme ça ne concerne pas uniquement les salariés ni uniquement les travailleurs, c'est le service des pensions, c'est complètement différent. Donc si votre employeur ne vous paye pas votre assurance santé, c'est là où il faut aller vous plaindre. Donc je vais finir là parce que je crois que j'ai déjà dépassé. Donc en gros, si un de vos droits a été violé, si vous avez un problème, la première chose à savoir, c'est de quel droit ressort votre problème. Et ensuite, vous pouvez trouver la solution et où allez vous plaindre. Voilà. Je suis en